Alors, il y a une question qu'on me pose très souvent, c'est est-ce que finalement, on peut travailler soi-même, faire les choses soi-même en termes de développement personnel. Vous savez, par exemple, quand j'enseigne une technique ou des choses comme ça, on me dit mais est-ce que je peux le faire moi-même? Regardez toutes les injonctions qu'on a eues. Apprenez à vous connaître, aidez-vous, tous les bouquins sur la psychologie pour nous aider au quotidien, la psychologie pour les nuls, tout ça. En fait, si on regarde bien autour de nous, il y a des centaines de publications, d'articles, de tests dans les magazines qui nous assurent que, en fait, nous pouvons nous aider nous-mêmes. Et limite, être notre propre coach ou notre propre thérapeute. Alors oui, quelque part, c'est le cas. C'est ce que, en tout cas, disent les experts, mais pas dans toutes les situations et jusqu'à un certain point seulement. C'est pour ça qu'il faut mettre de la mesure aussi là-dedans. Pourquoi avons-nous besoin d'un psy, d'un coach, bref, d'un accompagnant? C'est vrai. Pourquoi on devrait faire appel à quelqu'un? Pourquoi on devrait partager parfois nos secrets les plus personnels, parfois nos troubles les plus intimes, avec une personne qui nous est parfaitement inconnue? Et en plus, on va le payer pour ça. Okay? Alors que autour de nous, dans les bibliothèques, dans les librairies, les étagères de livres de développement personnel sont remplies de super best-sellers qui nous promettent tous de découvrir notre vrai moi ou de nous débarrasser de nos problèmes psychologiques qui sont cachés au plus profond de notre âme humaine. Est-ce qu'il ne serait pas possible, en étant bien préparé, de s'aider soi-même? C'est une vraie question qu'on peut se poser, c'est une question qu'on pose souvent. Okay? Mais vous allez voir que c'est pas si facile que ça. Okay? Ne vous attendez pas à devenir votre propre psy. Okay? Parce que pour ça, il faut prendre de la distance avec soi-même. Et vous verrez que c'est peut-être l'une des choses les plus difficiles à faire quand on est confronté à ses propres problèmes. Okay? Mais il est tout à fait possible d'effectuer un travail indépendant si vous acceptez de libérer votre inconscient et de travailler avec les messages qu'il vous donne. C'est un travail compliqué, mais on peut y arriver. Alors comment on pourrait faire? D'abord, ayez ce premier réflexe de rechercher les symptômes, toujours. Cette technique, elle est au cœur de tout le travail de la psychologie la plus contemporaine, classique, même la psychologie positive. C'est en fait sur une base d'introspection ou d'un de ces modes de fonctionnement, okay, qui est rentré dans l'histoire sous le nom de rêve d'injonction, par exemple. Sigmund Freud en parlait beaucoup dans les années 1900. C'était le début de sa théorie sur les rêves. Il parlait beaucoup de la logique d'introspection. Okay, mais on peut parfaitement utiliser cette technique d'introspection et l'appliquer à soi-même en utilisant tous les symptômes que l'inconscient nous donne. Pas les rêves, franchement pas les rêves. Et un jour je vous ferai une vidéo sur pourquoi je pense qu'il n'est pas du tout conseillé d'analyser les rêves et pourquoi en fait les neurosciences ont remis en question les théories sur les rêves les plus fumeuses. Okay, mais par contre on peut faire attention à ce que nous dit notre inconscient, à ce qu'il nous révèle, okay, sur nos actions, okay, sur les choses qu'on a oublié de faire, sur les lapsus qu'on pourrait avoir, sur certaines fautes d'orthographe qu'on va faire, qui sont récurrentes, sur des faux pas, sur des mots que tout d'un coup on va sortir, des situations qui vont nous paraître étranges. Et vous verrez que si vous commencez à faire attention à tout ça, ça nous arrive assez souvent. En fait, il faut y consacrer régulièrement un certain temps. Ça aussi c'est important. Au moins 3-4 fois par semaine et plutôt le faire le matin. Faites-le à peine réveillé. En fait, le matin réveillé, nous devrions nous souvenir de la veille en accordant une attention particulière à ce qui s'est passé. Aux rêves, si vous en avez eu, aux omissions, si vous en avez eu, aux épisodes de votre journée un peu étranges. C'est important de le faire au réveil et sur la journée qui a été passée. C'est vraiment là que ça donne les meilleurs résultats en termes d'introspection. Et je vous recommande d'écrire tout ce qui se passe dans un journal et vous le faites le plus librement possible en pensant aux associations. Et alors, vous souciez pas du style ou d'une espèce de cohérence, on s'en fout. Okay.
Le truc, c'est de jeter sur le papier toutes les idées qui vous viennent et qui vous semblent particulières et qui pourraient être à même de vous interpeller. Ensuite, vous pouvez aller travailler pour revenir à ce que vous avez écrit le soir ou le lendemain matin et vous y réfléchissez calmement. Le but, c'est de voir plus clairement le lien et le sens des événements. Et pour ça, en fait, il faut du recul. Mais on a remarqué que quand on fait une introspection seul, le mieux c'est de prendre l'information, la laisser digérer à l'inconscient et ensuite de se dire, ok, est-ce qu'il y a des liens dans tout ça ? Est-ce qu'il y a des choses qui ressortent ? Est-ce que j'ai quelque chose à apprendre à travers ces différents messages ou ces différentes situations ? Mais c'est bon de le faire ou le soir ou le lendemain. Pas tout de suite après, parce qu'en fait, en vrai, vous n'aurez pas grand-chose comme introspection. Moi, je me rappelle une situation intéressante. Entre 20 et 30 ans, il y avait un monsieur qui s'appelle Léon. Maintenant, il doit être âgé à peu près d'une quarantaine d'années. Il a commencé à écrire soigneusement ses rêves dans un cahier. Et puis, il a commencé à ajouter les associations libres qu'il avait. Par exemple, quand j'avais 26 ans, quelque chose d'extraordinaire m'est arrivé. Okay. Ensuite, il me dit, j'ai essayé à plusieurs reprises de passer mon permis, mais ça ne l'a pas fait du tout. Et puis une nuit, il me dit, j'ai rêvé que je roulais sur une autoroute dans une voiture rouge et que je doublais quelqu'un. Et en dépassant une deuxième voiture, j'ai ressenti un bonheur extraordinaire. Et je me suis réveillé avec cette sensation qui était profondément agréable. En parcourant l'image, qui était incroyablement claire dans ma tête, Léon m'a dit que voilà, je me suis dit que finalement je pouvais le faire. C'est comme si mon inconscient me donnait un ordre. Et quelques semaines plus tard, il roulait avec une voiture, et vous doutez bien qu'il a acheté une voiture rouge. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi le déclic ? C'est quoi le déclic qui a provoqué le changement ? Okay ? En fait, ça ne nécessitait même pas une espèce d'interprétation complexe ou une analyse symbolique de son rêve. En clair, Léon se contentait de l'explication la plus simple, et j'ai envie de dire la plus superficielle, qu'il s'est donnée à lui-même. D'accord ? Mais en fait, se libérer, c'est plus important que trouver une explication. Et ça, c'est la deuxième des choses. Il faut faire une introspection. Et la deuxième, c'est de comprendre que se libérer, c'est plus important que de trouver une explication. Vous allez voir que souvent, nous sommes dirigés par un énorme désir de clarifier nos actions, de clarifier nos erreurs, de clarifier nos rêves. Et il y a de nombreux psychologues qui considèrent ça comme une erreur. J'en fais partie. Okay ? C'est pas toujours nécessaire. Parfois, il suffit de se libérer de l'image, de l'expulser sans essayer de l'expliquer. Et vous allez voir que le symptôme peut disparaître assez facilement. Le changement, surtout au niveau neurologique, ne se produit pas parce que nous pensons que nous nous sommes compris. Okay ? C'est parce que vous avez eu la libération de cette image que vous pouvez avoir des autorisations. Ce qui renvoie à une autre question, c'est que finalement, le plus important, c'est pas le pourquoi, c'est qu'est-ce qui est en train de se passer. Okay ? Et le but, une fois encore, il ne s'agit pas d'interpréter avec précision les signaux de l'inconscient. C'est bien plus important de le libérer des images qui surgissent sans cesse dans notre tête, mais qui peut-être pour nous pourraient avoir un sens différent si on s'y attarde. Comprenez qu'en fait, notre inconscient ne cherche pas à nous prouver quoi que ce soit. Il ne cherche qu'à être entendu. Il nous commande sans qu'on sache. Quand il veut nous envoyer un message à notre conscience, il nous envoie un message sous forme de petite voix, sous forme d'image. Mais on n'est pas toujours conscient de ça. Moi, je me rappelle d'une de mes clientes. Pendant longtemps, Marianne, 40 ans, elle a cru que ses peurs nocturnes et ses histoires d'amour qui étaient malheureuses, c'était le résultat d'une relation difficile avec son père qui avait été absent. Et elle me dit un jour, tu sais, je regardais à travers le prisme de ces relations et je construisais les mêmes relations névrotiques avec les hommes. Des relations qui, naturellement, vous comprenez, étaient absolument inappropriées. Et puis un jour, elle me dit, j'ai rêvé que ma grand-mère paternelle, avec qui j'ai vécu dans ma jeunesse, me tend les mains et pleure. Et puis le matin, alors que j'écrivais le rêve, l'image de notre relation difficile avec elle m'est soudain devenue tout à fait évidente. Très intéressant. En fait, il n'y avait rien à comprendre ici. C'était une vague qui était montée de l'intérieur. Et elle me dit, tu sais, c'est ça qui m'a d'abord submergé et après ça m'a libéré.
Ce que je veux dire par là, c'est que c'est inutile d'être inquiet en se demandant si notre explication convient à l'une ou l'autre de nos manifestations. Et je suis pas un adepte de Freud, mais Freud était d'abord complètement focalisé sur l'interprétation des rêves, et finalement, il est arrivé à la conclusion que seule la libre expression des idées était extrêmement importante. Et ça change tout. D'ailleurs, aujourd'hui, moi j'estime qu'une introspection qui est bien menée, elle doit conduire à des résultats hyper positifs. Notre esprit, il est libéré. Nous pouvons nous débarrasser de plein de symptômes, tels que les comportements obsessionnels, même ceux qui sont les comportements obsessionnels compulsifs, qui affectent nos relations avec les autres. Et ça, c'est extrêmement important. Donc on peut faire un travail d'observation, d'analyse de ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans nos réactions, dans nos comportements, dans nos choix, et juste de se poser régulièrement avec une conscience un peu supérieure. Maintenant, comprenez que cette auto-analyse, elle a aussi des limites. Pourquoi cet exercice il a des limites? Moi, j'estime qu'il ne faut pas se plonger trop profondément en soi. Pourquoi? Parce que parfois, nous allons rapidement faire face à des obstacles, à des espèces d'indulgences inévitables envers nous-mêmes. D'ailleurs, en psychanalyse, on part d'une plainte. Et le traitement consiste à diriger là où ça fait mal. Exactement là où on a construit des barrières pour ne jamais y regarder. Et c'est là où se trouve le problème. Donc, il faut qu'on se pose une question. Qu'est-ce qui se cache au plus profond de l'inconscient et quel est le noyau? En fait, c'est exactement ce que notre conscience, notre propre je, quand je dis je, n'osera pas regarder en face. C'est une espèce de zone de souffrance opprimée dans l'enfance. Donc, comment on peut endurer ça? Aller étudier nos blessures, les ouvrir, les toucher, appuyer sur les points douloureux que nous avons cachés parfois sous des névroses carrément. On va aussi cacher tout ça sous des habitudes étranges ou des manies. C'est compliqué d'aller chercher ces blessures-là et de les réouvrir. En fait, c'est compliqué parce que face à nous-mêmes, nous essayons de ne pas voir ces choses un peu étranges qui peuvent nous surprendre. Par exemple, ces lapsus étonnants, ces rêves mystérieux. Et nous trouverons toujours une raison de ne pas les voir. N'importe quelle raison sera bonne pour ça. C'est pourquoi le rôle d'un psychothérapeute, d'un coach, d'un psychologue, d'un psychanalyste est si important. Parce qu'en fait, il nous aide à dépasser nos propres frontières internes, à faire ce que nous ne pouvons pas faire seuls. Et ça, c'est extrêmement important. En revanche, si nous nous engageons dans une introspection avant, pendant, ou même après une espèce de cure de thérapie, la thérapie, l'accompagnement sera beaucoup plus efficace. Et donc, le changement beaucoup plus profond. Donc, l'auto-assistance et un accompagnement psychothérapeutique ou de coaching ne sont pas mutuellement exclusifs, mais ça va élargir notre capacité à travailler sur nous-mêmes. Et c'est ça qui est réellement important. J'espère vous avoir éclairé un petit peu sur cette capacité que nous avons tous de travailler sur soi. Aujourd'hui, encore une fois, j'avais un client qui me disait « mais j'ai lu plus de 50 livres de développement personnel, mais surtout, j'en applique un maximum. C'est génial. Mais il y a toujours des zones auprès desquelles vous ne pourrez pas être et vous ne pourrez pas aller. Et il y a aussi des choses qui ne peuvent se passer qu'à deux. Comme je dis toujours, il y a des choses qu'on peut faire seul, mais à deux, c'est tellement mieux. Et juste cette réflexion, pensez à ça. Si vous êtes chatouilleux, ou chatouilleuse, essayez de vous chatouiller vous-même. C'est exactement ça, l'accompagnement. Vous allez essayer de faire des choses qui ne vont pas se passer alors qu'une autre personne va y arriver en 30 secondes. Et c'est ça la magie de ce qu'on appelle la magie de l'altérité. La magie de l'altérité, c'est la rencontre avec l'autre, et cette rencontre, elle change tout. Je vous aime, je vous retrouve sur une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous.